Bonjour, bienvenue dans Complémentaire. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Produire plus d'électricité grâce à l'énergie solaire, voilà l'objectif des mesures annoncées la semaine dernière par le Premier ministre. Il faut dire que la filière photovoltaïque, qu'il ne faut pas confondre avec le solaire thermique, est à la traîne dans le peloton des énergies renouvelables. Alors à quoi vont servir ces mesures? Quel est le regard des professionnels? Comment le marché peut-il décoller? Et surtout, comment peut-on chez soi installer du photovoltaïque? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce matin. Avec nous, Gilles Salsarulo, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'Ampere SA, une entreprise dédiée à l'énergie solaire et qui, entre autres, installe du solaire photovoltaïque. Vous êtes en première ligne sur le combat du photovoltaïque. Absolument. Et Sébastien Taimit, bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi. Vous travaillez pour Alcimet, c'est une société de conseil qui se penche notamment sur les énergies renouvelables. Vous êtes consultant et en un mot, vous allez nous aider à mieux comprendre ce marché. Exactement. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Alors vous pouvez poser vos questions à nos invités, et ça au numéro suivant, 01 46 96 43 64, 01 46 96 43 64. Il s'affiche en bas de votre écran et Aurélien se fera un plaisir de vous répondre. Mais d'abord, un coup d'œil sur les mesures annoncées la semaine dernière. C'est l'avant-propos de cette émission. Dominique de Villepin a annoncé la semaine dernière un relèvement des tarifs auxquels EDF doit racheter le courant produit avec l'énergie solaire photovoltaïque. Pour les collectivités, une commune par exemple, et pour les industriels qui produisent du courant issu d'énergie solaire ou encore les installations collectives telles les HLM ou encore les bureaux, le tarif va doubler et va donc passer à 30 centimes par kilowatt. Et pour les particuliers, il sera augmenté de 50%. EDF devra racheter le fameux kilowatt à 22,5 centimes d'euros. Rappelons aussi les dispositions de la loi de finances. Un crédit d'impôt est accordé aux ménages, faisant donc l'acquisition d'un équipement utilisant une source d'énergie renouvelable, comme par exemple le solaire photovoltaïque, entre le mois de janvier de cette année et fin 2009 pour une résidence principale, bien évidemment. Ce crédit d'impôt représente actuellement 40% du prix de l'équipement, avec un plafond à 8 000 euros. Il pourrait évoluer jusqu'à 50% à partir donc du mois de janvier prochain. Le crédit d'impôt est accordé quel que soit d'ailleurs le niveau d'imposition. Ça veut dire que si vous n'êtes pas imposable, eh bien l'État vous octroie quand même un chèque représentant ces fameux 40 ou 50% à venir. Le solaire photovoltaïque est donc au programme de Complémentaire ce matin. Je vous rappelle le numéro de téléphone auquel vous pouvez intervenir et poser vos questions en direct à nos invités, 01 46 96 43 64. Gilles Salsarulo, votre entreprise Ampere SA est entre autres une entreprise qui installe du solaire. Je suis particulier, je veux installer du solaire chez moi. Je viens vous voir, comment ça se passe concrètement? En fait, c'est relativement simple. Nous avons des équipes de technico-commerciaux qui font des analyses directement sur le site, sur votre habitation. Donc on fait en fait un relevé de paramètres, on essaie de comprendre comment est orientée votre toiture, quelles sont les inclinaisons du toit, qu'est-ce que l'on peut faire en fait en matière photovoltaïque. À partir de ça, on rentre tous ces éléments dans un logiciel qui nous permet de dimensionner au mieux l'équipement solaire et d'arriver à une solution globale. Donc on vous propose cette solution avec un devis et un accompagnement en fait à la fois financier et administratif clé en main. Qu'est-ce qui fait le prix? Quels sont les paramètres? Le paramètre essentiel, c'est en fait la superficie de capteurs que vous allez installer sur votre toit. On va dire que plus vous voulez installer de panneaux solaires sur votre toit, plus vous allez produire de l'électricité, mais plus bien sûr ça va vous coûter cher. En un mot, on va rappeler la différence entre solaire thermique et solaire photovoltaïque. Le solaire photovoltaïque, c'est les panneaux. En fait, dans les deux cas de figure, vous avez des panneaux. Simplement, le solaire photovoltaïque permet de produire de l'électricité, tandis que le solaire thermique permet de produire simplement de la chaleur. Alors, quand on produit de l'électricité avec du photovoltaïque, comment ça se passe? On fabrique de l'électricité, on la revend à EDF? Alors, pour expliquer un petit peu comment ça se passe, vous avez en fait des capteurs qui sont placés sur le toit d'une maison, par exemple. Vous avez un onduleur qui convertit l'électricité continue de ces panneaux photovoltaïques en courant alternatif. Et ensuite, vous avez simplement une connexion qui se fait sur le réseau EDF pour pouvoir revendre en fait la totalité ou l'excédent de production généré directement sur le réseau EDF. Ce que je n'utilise pas part sur le réseau EDF. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, qui sont ceux qui viennent vous voir pour ce type d'équipement? Alors, principalement, ce sont les collectivités ou, disons, les entreprises du tertiaire, parce que, en fait, en France, on a un petit souci,
qui est le prix d'achat en fait de l'électricité qui est relativement faible. Et on le rappelle tout à l'heure, même si on augmente, on va rester autour de 30 centimes d'euros pour les collectivités locales et 22,5 centimes toujours pour les particuliers. Donc ça veut dire que les périodes d'amortissement, même si on a la possibilité d'avoir un crédit d'impôt et des subventions régionales que vous n'avez pas mentionnées, on arrive quand même sur des périodes d'amortissement qui sont de l'ordre de 20 à 25 ans, ce qui est difficilement supportable en fait pour un particulier, contrairement à des entreprises du secteur tertiaire pour qui ça ne pose aucun problème. Sébastien Taimit, ce prix de rachat du kilowatt par EDF, il est capital pour savoir si un marché va décoller. Vous vous occupez notamment de faire des études pour des grandes entreprises, des industriels ou des institutionnels, notamment pour mesurer le marché. C'est un point capital dans ces études, le prix de rachat. Alors, ce qu'on observe en Europe, c'est que les pays qui pratiquent une politique assez proactive en termes de tarifs d'achat ou d'aide à l'investissement sont des pays qui ont une industrie, un pourcentage d'installation de panneaux solaires qui augmente rapidement. Pratiquer une politique proactive, ça veut dire racheter cher le kilowatt. Voilà. Alors si on prend le cas de l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne rachète le kilowattheure solaire entre 45 et 60 centimes, suivant l'exposition. C'est-à-dire que le panneau solaire peut être sur le toit, sur une façade, c'est pas tout à fait les mêmes quantités d'électricité qu'on va produire, donc le tarif varie. Et 45 à 60 centimes, c'est grosso modo 2 fois le prix en France. Et on s'est rendu compte que lorsque l'Allemagne a mis en place ce tarif d'achat l'été 2004, eh bien, les installations de panneaux solaires ont beaucoup augmenté, alors que l'Allemagne était déjà un pays qui installait beaucoup de solaire. Ça veut dire qu'il y avait une volonté et que les gens attendaient finalement ce rendez-vous avec des prix de rachat plus importants pour s'équiper? Alors, l'Allemagne est un pays qui a une sensibilité à l'environnement assez grande comparée à d'autres pays européens. Donc, il est vrai que les gens sont déjà sensibilisés. Et je dirais le coup de pouce financier qu'a apporté l'État a permis le déclic qui a fait que si on compare l'évolution des installations en Allemagne en 2003 et en 2004, on a franchi une barre de l'ordre de 90%. On a vraiment augmenté les installations qui étaient déjà très importantes en Allemagne, parce qu'il y avait auparavant l'opération 100 000 toits solaires qui également impulsait une dynamique forte dans l'installation des panneaux solaires. Et à contrario, je dirais, si on prend des pays comme par exemple les Pays-Bas, qui est un pays aussi qui a une politique assez active dans le domaine de l'installation des panneaux solaires. Cette politique s'est arrêtée il y a peu de temps et on a remarqué que les installations de panneaux solaires ont fortement diminué. On est passé d'une vingtaine de mégawatts installés par an à 4 mégawatts en 2004. Ce qui fait que l'impact d'une politique sur l'impact du tarif d'achat est très important. Et à l'heure actuelle, aux Pays-Bas, c'est de l'ordre de 10 centimes d'euros le kilowattheure. Aujourd'hui, avec les prix qui vont être pratiqués en France à partir du mois de janvier, c'est attractif ou c'est pas attractif? On est dans quelle fourchette là? Alors, c'est assez difficile de se positionner parce qu'on est, je dirais, un peu au milieu. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'Espagne qui est à 40 centimes d'euros, l'Allemagne qui est au-dessus de 45, le Luxembourg qui est dans les mêmes zones, on a un ensemble de pays qui sont vers 45-50. Après, si on prend les pays qui ont des politiques peu actives, donc aujourd'hui les Pays-Bas avec 10 centimes, l'Italie qui n'avait pas de tarif d'achat et qui réfléchit à en mettre en place, eh bien on est en dessous des 20 ou 30 centimes d'euros. Donc je dirais on est un peu à la barrière, à la limite, et ça va être finalement un test. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les départements d'outre-mer en France, où sont installés à peu près les 2/3 des capacités de production françaises, eh bien, on a un tarif de 30 centimes d'euros, et ceci depuis plusieurs années. Et que ce tarif de 30 centimes d'euros a permis de développer, notamment à la Martinique et à la Guadeloupe, énormément d'installations. Donc, en amenant en métropole un tarif à ce niveau-là, on peut penser qu'on va quand même stimuler l'installation de panneaux solaires, parce qu'on se retrouve dans des prix comparables à ceux des départements d'outre-mer. Gilles Salsarullo, 30 centimes d'euros pour les collectivités, 22,5 centimes pour les particuliers. C'est le seuil à partir duquel le solaire commence à devenir rentable? On va dire que c'est un seuil psychologique. L'idéal aurait été plutôt de se tourner vers des tarifs de l'ordre de 45 centimes. Encore une fois, les 30 centimes, je pense que c'est le minimum. Ça va permettre d'amorcer une réflexion sur le photovoltaïque en France.
en France métropolitaine. Parce que comme le disait le monsieur tout à l'heure, effectivement, dans les dom-toms, on a une explosion dans le domaine aussi bien solaire photovoltaïque que solaire thermique. On a les 2/3 du marché solaire photovoltaïque qui sont générés dans les dom-toms. En métropole, c'est un petit peu différent parce qu'il y a aussi des idées reçues selon lesquelles, par exemple, il est impossible de produire de l'électricité si vous n'avez pas de soleil. Or, on est capable aujourd'hui, avec des installations photovoltaïques, de produire de l'électricité aussi bien dans le sud de la France métropolitaine que dans le nord de la France. Les rendements sont les mêmes? Les rendements sont bien sûr un petit peu différents, mais on est tout à fait capable de produire de l'électricité en grande quantité. Et le soleil, ça ne veut pas dire forcément c'est un ciel nuageux. C'est un ciel lumineux, plus exactement. En fait, c'est la luminosité qui permet de générer en fait cette électricité. Pour en revenir aux 30 centimes, moi je pense que c'est un tout petit peu limite, on va dire, puisque il faut savoir aussi que l'année prochaine, le prix des équipements photovoltaïques risque d'augmenter de 5% à peu près. Pour quelle raison? Tout simplement parce que on est dans un marché tout à fait classique. Vous avez des entreprises à vocation mercantile. Vous avez un début de pénurie sur le silicium. Donc les prix de revient augmentent. Matière de base qui représente à peu près 15% du prix de revient en fait de la fabrication du panneau solaire. Donc tout ça, si vous voulez, ça va augmenter progressivement en fait le prix de vente du panneau photovoltaïque. Alors, vous augmentez certes le prix d'achat, mais vous augmentez aussi le prix de l'installation. Donc, le consommateur risque d'être perdu dans cette équation. Ça veut dire que pour l'instant, finalement, à 22,5 centimes pour le particulier, 30 pour la collectivité locale, ça coûte encore cher de faire du solaire? Ça coûte plus cher que ça ne rapporte? Ça coûte relativement cher. Maintenant, vous avez des entreprises qui sont situées dans des bassins beaucoup plus dynamiques, qui permettent d'avoir des subventions régionales. Donc là, on est dans une dynamique beaucoup plus intéressante puisque vous avez non seulement les conseils régionaux qui peuvent mettre la main à la poche pour pouvoir aider en fait l'investissement, et puis vous avez aussi des aides complémentaires, éventuellement européennes, qui peuvent se rajouter à ces investissements. Donc là, on est dans une dynamique et une logique beaucoup plus intéressante, mais ce n'est pas le cas de tous les départements de France. Le calcul, il se fait comment? Vous vouliez réagir sur ça? En termes de coût, on donne des ordres de grandeur. Alors évidemment, ça reste des ordres de grandeur, mais on estime que le kilowattheure photovoltaïque, il varie entre 30 centimes et 1 euro le kilowattheure. C'est-à-dire que c'est le coût de production. Le coût de production entre quelqu'un qui habite à Lille et qui aura 800 ou 900 heures d'ensoleillement dans l'année, et quelqu'un qui habite sur la Côte d'Azur qui en aura 1200. Entre quelqu'un qui l'installe en façade avec un panneau horizontal et quelqu'un qui l'installe sur un toit très pentu, c'est ce qui fait que la fourchette est assez grande. On compte l'amortissement dans ce tarif? On compte on compte l'amortissement. C'est le prix du kilowattheure photovoltaïque entre 30 centimes et 1 euro. Alors sachant que c'est un prix qui descend chaque année. Parce qu'évidemment la production augmente, donc on fait des économies d'échelle. En 2000, la fourchette était plus entre 60 centimes et 1 euro. Aujourd'hui, on donne une fourchette entre 30 centimes et 80 centimes. Donc il y a quand même, on peut remarquer en 5 ans un glissement du prix, et donc ce prix a tendance à continuer à diminuer de par l'augmentation de la production. Mais comme le disait monsieur, la pénurie de silicium, donc la matière première utilisée pour faire ces panneaux, risque de diminuer cette chute du prix. Mais pour qu'on comprenne bien, 30 à 60 centimes le coût de production, si on revend à 22,5 centimes ce kilowatt à EDF, ça veut dire que finalement ça nous coûte plus cher de le produire qu'on ne le revend. On vend à perte. Alors, le photovoltaïque, dans un certain nombre de pays, est un acte citoyen. C'est-à-dire que c'est pas toujours une opération rentable financièrement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on peut augmenter un peu le délai d'amortissement. C'est-à-dire qu'on peut décider que sa toiture solaire, on va l'amortir en 30 ans au lieu de 25. Les calculs peuvent être un peu modifiés pour qu'on s'y retrouve, mais ça reste quand même... pour le cas de la France, avec le tarif d'achat qu'on a, un acte citoyen. En revanche, si on prend le cas de l'Allemagne à 50 centimes du kilowattheure, on se rend compte qu'on peut s'y retrouver. Et je dirais, si on prend l'Allemagne comme exemple, on remarque en Europe que les pays
qui installent beaucoup de panneaux solaires ne sont pas forcément les pays du Sud, les pays méditerranéens. Alors qu'on pourrait tout à fait croire que l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce devraient être des pays très en avance, alors que par exemple le Portugal et la Grèce sont des pays qui sont quasiment en queue de peloton. Et les pays en tête, en termes d'installation par habitant, ça va être le Luxembourg, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne, enfin c'est des pays plutôt du Nord. Donc c'est-à-dire qu'il y a un préjugé sur j'habite au Nord donc je ne peux pas installer de photovoltaïque qui est un peu faux finalement. Pour illustrer ça, en fait, dans le classement européen, vous avez, si je me souviens bien, un rapport watt-crête par habitant de l'ordre de 50 ou de 58 pour le Luxembourg, qui est de 9,9 pour l'Allemagne et qui est de simplement 0,35 pour la France. Au programme de complémentaire ce matin, le photovoltaïque, c'est-à-dire la production d'électricité grâce à l'énergie solaire. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière un plan pour favoriser la filière. On en parle avec nos invités, Gilles Salsariulo, PDG d'Ampere LSA, et Sébastien Taïmit, consultant notamment en énergie renouvelable pour la société Alcimed. Vous pouvez leur poser vos questions bien sûr au 01 46 96 43 64. Gilles Salsariulo, le point de vue notamment des installateurs sur ces annonces qui ont été faites, une augmentation du prix de rachat par EDF, c'est que le gouvernement a été un petit peu frileux en allant que jusqu'à 22 centimes,5 pour les particuliers, 30 centimes pour les collectivités. Je pense que le gouvernement se situe entre à la fois le grand public qui demande plus d'énergie renouvelable, plus de protection de l'environnement, et on va dire une histoire nucléaire française qui essaie de privilégier aussi ses intérêts. Donc la position du gouvernement n'est pas forcément on va dire simple, puisqu'elle doit aussi bien faciliter le développement du solaire photovoltaïque, même thermique en France, et ménager les susceptibilités en fait de certains grands industriels français. On n'est pas sur les mêmes chiffres, enfin sur la même production. On sait qu'avec du photovoltaïque, comme avec de l'éolien, on est sur des énergies de complément. En quoi, effectivement, d'être trop frileux, ça préserverait la filière nucléaire? Je pense que c'est plus psychologique que oui, je pense que c'est psychologique. C'est un petit peu comme les biocarburants. On est en train d'assister aujourd'hui à une mini-révolution, en fait, de la part de certains particuliers qui s'amusent à mélanger à la fois l'essence et d'autres substances pour pouvoir faire fonctionner leur véhicule. Ils ont peut-être peur de cette démarche-là où les gens veulent aller encore plus loin que ce qui est proposé aujourd'hui. Et on est dans une phase de mutation aussi énergétique en France. Donc les choses doivent se passer de manière simple, lente, pour ménager un petit peu toutes les susceptibilités. Sébastien Taïmit, 22,5 centimes d'euros le prix de rachat pour le particulier, le prix de rachat du kilowatt solaire photovoltaïque. 30 centimes pour les collectivités. Est-ce que ce sont des chiffres qui peuvent suffire à faire décoller un marché qui, on le disait tout à l'heure, peine à bouger? Alors, faire décoller réellement un marché, ce qu'on observe chez nos voisins européens, c'est que le marché décolle vraiment quand on atteint les 40. C'est vrai que les pays qui ont adopté des prix vers 40-50, ils décollent vraiment. Vers 30 centimes, on peut dire qu'il y aura un impact. Il y aura un impact. Après, le mesurer précisément, ça devient assez difficile. Je dirais en plus que la position française du gouvernement, c'est un tarif d'achat plus une exonération d'impôts. Et donc c'est un système qui est un peu plus compliqué que juste un tarif d'achat. Dans les pays où on dit voilà on vous le rachète tant, le particulier ou la collectivité va voir une société comme celle représentée par monsieur et dit voilà on me le rachète tant, vous me dites que ça coûte tant, c'est très simple. Là il faut un peu jongler avec un prix d'achat plus une déduction d'impôt. Le calcul est peut-être un peu plus compliqué et donc c'est peut-être finalement les collectivités et les entreprises qui vont un peu faire mouliner leurs ordinateurs pour voir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et donc c'est peut-être plus encore vers ce type d'acteurs que l'augmentation va arriver. Et maintenant ce qu'il faut dire aussi c'est qu'en France les mégawatts installés, il y en a une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine, entre 20 et 30. Si on compare à l'Allemagne où on est à plusieurs centaines, c'est très très faible. Donc je veux dire,
pour augmenter sensiblement le nombre d'installations solaires, il n'y a pas grand chose à faire. Je veux dire, si on augmente de 4 MW, on fait un saut de 20%. Et 4 MW, ça reste quand même, si on prend en référence l'Allemagne en 2004, c'est 400 MW installés. En France, on en installe 4 et on fait 20% de croissance. On a fait faire un bond, effectivement, pour Donc, je veux dire, il y aura un effet qui sera sûrement mesuré en termes de croissance. Après, il faudra relativiser peut-être cet effet à la situation actuelle. On parle beaucoup du prix de rachat et de la raison finalement économique qui motive l'installation. Il y a aussi une question esthétique qui d'ailleurs nous est posée par Agnès qui est architecte. Agnès, vous êtes en direct avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous posiez une question d'ordre plutôt esthétique finalement sur les panneaux solaires. Non seulement esthétique mais utile parce que je suis à la recherche de panneaux solaires translucides. Est-ce que ça existe les panneaux solaires translucides? Alors, il existe effectivement des panneaux solaires qu'on appelle bivers, qui sont translucides, qui permettent de laisser filtrer en fait la lumière, et on peut arriver à des solutions décoratives assez intéressantes. Décoratif, ça veut dire aussi qu'on peut utiliser du solaire comme une vitre. Absolument. On peut effectivement faire des installations soit classiques, soit on essaye de rechercher un minimum d'esthétique. Et on utilise ces panneaux solaires-là, qui sont bien évidemment un petit peu plus chers, mais qui permettent de préserver en fait l'harmonie de l'habitation. Agnès, vous êtes... Oui. Pardon? Oui, on vous écoute. Oui, je disais, ça peut se servir aussi bien, on peut s'en servir comme véranda, enfin je veux dire, ça peut être utilisé dans les fenêtres. Il peut y avoir plein d'utilisations vachement importantes, enfin aujourd'hui intéressantes, quand on voit tous les gens qui veulent essayer de rénover au maximum leur maison et de... C'est vrai que c'est dommage que ce soit pas plus exploité, quoi. Gilles Sassarello. Alors, là-dessus, moi j'ai une réponse qui est relativement claire. On essaie de travailler dans la mesure du possible avec des architectes qui travaillent aussi bien qui travaillent aussi bien pour le compte de particuliers que pour des collectivités. Ouais. Et on arrive justement à faire des intégrations de panneaux solaires, que ce soit du photovoltaïque ou du thermique, peu importe, mais justement pour préserver un petit peu cette harmonie et respecter en fait, on va dire, la qualité visuelle de l'habitation. Agnès, qui vous en a commandé aujourd'hui des panneaux solaires? C'est une requête qu'on a formulée auprès de votre bureau d'architecte? Pardon? Est-ce que c'est une requête finalement qu'on a formulée auprès de votre bureau d'architecte qui a initié cette... Non, c'est personnel. Non, c'est moi qui suis à la recherche de panneaux solaires translucides. D'accord. Est-ce que il paraît que c'est commercialisé au Canada, mais laisse vraiment... Est-ce que c'est commercialisé au Canada? Je ne sais pas si c'est commercialisé au Canada. Je pense que oui, parce que ce sont des produits qui sont maintenant standardisés. Nous en commercialisons sur le territoire français, donc on pourra peut-être répondre à la demande d'Agnès. On vous mettra en relation avec Agnès. Est-ce que c'est un frein, à votre avis, l'aspect esthétique, l'aspect utile des panneaux solaires pour les particuliers qui veulent en installer? Ah, pas du tout, non, quand on voit l'esthétique enfin, excusez-moi, tout ce qui se construit à l'heure actuelle, enfin, c'est vrai que quand on a un œil qui recherche un peu l'esthétique, on est un peu déçu, quoi, parce que sur n'importe quel toit moderne actuel, c'est pas compliqué d'intégrer des panneaux solaires. Et ça peut être joli, c'est ça que vous voulez dire? Ah bah carrément, enfin, je veux dire, c'est souvent plus esthétique que je sais pas, des toits qui sont... enfin bon, vous voyez ce qu'on voit dans nos villes et dans nos banlieues, non? On voit très bien, Agnès. Merci beaucoup d'avoir et dans les campagnes. Merci d'être intervenu dans cette émission. Merci Agnès. Merci. On vous rappelle le numéro de téléphone auquel vous pouvez poser vos questions à nos invités, 01 46 96 43 64. On évoquait à l'instant ceux qui se dirigent vers des sociétés comme les vôtres, hein, pour déjà avoir un premier diagnostic. Il faut le rappeler, c'est clé en main chez vous. Ce qui veut dire aussi, c'est que on a souvent l'impression que c'est une démarche, un parcours du combattant pour réussir, même si on a cette envie initiale, parce qu'aujourd'hui, il n'y a guère que ça qui vous conduit à installer chez vous des panneaux solaires photovoltaïques. On a l'impression que c'est un parcours du combattant. Votre réponse par rapport à ça? C'est pas qu'une impression, c'est la réalité. Quand les particuliers ou les entreprises nous trouvent finalement à travers les pages jaunes ou par Internet, elles sont ravies de pouvoir frapper à une porte d'une société qui va leur donner une réponse globale, clé en main, d'être guichet unique. C'est-à-dire qu'on fait à la fois du conseil, du dimensionnement, bien sûr l'installation solaire à proprement parler, on fait du service après-vente. Mais ça, c'est parce qu'on aime bien être pris par la main et accompagné, on s'assied, on signe. Ou alors, est-ce qu'il y a effectivement un vrai parcours pour le coup? Il faut être spécialiste de la question, connaître un petit peu les montages financiers qu'on peut réaliser par rapport à ça, les crédits d'impôt et autres, pour pouvoir bénéficier des meilleurs tarifs. Encore une fois, c'est un parcours du combattant. Justement, la société Ampérel
essaie d'aplanir en fait ce parcours-là en donnant toutes les clés, toutes les solutions, aussi bien techniques, financières, fiscales, justement pour que ça soit le plus simple possible, qu'il y ait un seul et unique interlocuteur et que l'installation de capteurs solaires soit en fait une chose aussi banale que d'aller acheter une voiture chez son concessionnaire. Sébastien Taimit, vous souhaitez réagir? On a remarqué en Italie où il y a un système d'aide proposé par l'État qui est assez complexe que ça ne marchait pas du tout. C'est-à-dire que si le système... Il combine aussi plusieurs produits, le système italien, c'est-à-dire crédit d'impôt, plus ensuite... C'était une aide à l'investissement, essentiellement, le système qu'il y avait. Et là, le gouvernement est en tractation avec l'industrie pour fixer un tarif d'achat. Et je dirais cette mutation du type d'aide est partie de l'observation selon laquelle le système d'aide avant était tellement compliqué que les gens ne prenaient même pas la peine de comprendre comment ça marchait et qu'au final, il n'y avait aucun développement, alors que l'Italie a une situation géographique extraordinaire pour le photovoltaïque et qu'ils n'en profitaient pas du tout. Et donc, on remarque qu'un système d'aide proposé par un État doit être clair, facilement compréhensible et nécessiter peu de démarches. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément multiplier les démarches. C'est-à-dire que s'il faut aller frapper à la porte du Conseil régional, à la porte de l'ADEME, à la porte d'EDF, à la porte de l'État, pour avoir d'un côté des tarifs d'achat, d'un côté des aides à l'investissement, qu'il faut peut-être parfois respecter des quotas, il faut respecter des tailles d'installation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop avoir de kilowatts installés. Au bout d'un moment, on s'y perd et finalement on ne fait plus rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette complexité des aides qui sont régionales, qui sont des crédits d'impôt, qui sont le prix du rachat par EDF, cette complexité, ça peut finalement démotiver le particulier? Je ne sais pas si vous souhaitiez installer des panneaux solaires chez vous, est-ce que vous seriez prêt à parcourir un parcours de telle sorte? Je pense que personne n'a envie de s'embêter. L'information n'est pas toujours disponible au même endroit, c'est-à-dire qu'il faut des gens qui rassemblent l'information pour qu'on ait l'ensemble des éléments. Tout le monde n'a pas des journées à passer sur Internet, à essayer de comprendre tous les mécanismes pour optimiser au maximum son installation. Il y a la problématique aussi de l'habitat collectif. Oui. Il y a aussi ce genre de choses à prendre en compte. Justement, pour aller dans ce sens, encore une fois, on est dans un véritable flou artistique. Et par exemple, la société Ampéel organise des conférences sur l'énergie solaire, justement à destination du grand public, justement pour essayer de faire comprendre comment ça marche, comment ça s'installe, quels sont les crédits d'impôt, quelles sont les subventions éventuelles, y a-t-il du service après-vente, etc. Toutes les questions que les gens se posent sans avoir forcément, sans détenir en fait les réponses. Avec les chiffres à annoncer, honnêtement, il faut quand même être motivé à la fin. C'est pas une entreprise lucrative. C'est un véritable sacerdoce, on va dire. C'est vrai que nous avons des activités dites commerciales d'une entreprise classique, mais aussi notre devoir, c'est de porter la bonne parole, d'avoir une approche pédagogique auprès du grand public. Et de ce fait, d'ailleurs, nous faisons partie du club Planète Gagnante de l'ADEME, justement, qui a plutôt tendance à promouvoir les énergies renouvelables et notamment le solaire en France. Vous disiez à l'instant, ou tout à l'heure plutôt Sébastien Taimit, on parle finalement d'une démarche citoyenne quand on cherche à installer des panneaux solaires. Non seulement c'est pas simple, c'est pas forcément un calcul économique évident. Aujourd'hui, c'est vraiment une démarche qui doit être mue par d'autres motivations. Oui, disons qu'on va pas gagner de l'argent à le faire, on va pas non plus en perdre énormément, hein, mais on va pas en gagner, c'est-à-dire que c'est pas l'appât du gain qui doit motiver l'installation de panneaux solaires. C'est plutôt une démarche citoyenne et il faut savoir quand même que les prix qui sont fixés, les tarifs d'achat qui sont fixés pour une certaine durée. Suivant les pays, ça varie entre 10 et 25 ans. C'est le temps d'amortissement finalement de l'installation pour la plupart des cas. Grosso modo. Et donc on peut imaginer que si le prix de l'électricité tend à augmenter dans 10 ans, on peut pas savoir ce qui va se passer dans 10 ans, là quelque part on peut avoir quelque chose qui est un peu plus stable, même si c'est réévalué chaque année. Gilles Cessarello, on connaît quand même les prix d'achat de l'électricité à l'avance? Alors, les prix publics rendus aux particuliers, non. Par contre, on connaît les prix des... Ça doit être une fourchette quand même dans ces cas-là. On
on connaît aujourd'hui les prix des rubans énergétiques sur les 4-5 prochaines années. Ce sont les rubans énergétiques, c'est... Pardon, ce sont en fait des bandes d'énergie électrique, des capacités d'énergie électrique. C'est quoi, c'est une sorte de bourse de l'énergie? Effectivement, c'est une sorte de bourse de l'énergie. Vous avez par exemple PowerNext en France, vous avez le Platts en Europe. Ce sont des bourses d'échange où on va dire les actions d'électricité, si on peut parler ainsi, les actions d'énergie électrique s'échangent sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc on connaît d'ores et déjà certains prix de ce qu'on appelle le ruban de base, le prix, le base load price, qui est en fait une idée de la tendance que va suivre en fait les prix rendus ensuite aux particuliers ou aux entreprises. Donc on sait qu'il va y avoir de toutes les manières une augmentation de ces prix-là à terme dans les 4-5 prochaines années. Ça veut dire, pour qu'on comprenne bien, que ça va rendre le photovoltaïque de plus en plus rentable ou ça n'a rien à voir? Encore une fois, ça va aider à développer la pénétration du photovoltaïque, notamment en France. De là à dire que ça va permettre de réaliser un boom sur le marché, non, je ne pense pas. Pour donner juste un ordre de grandeur, aujourd'hui sur PowerNext, le prix du kilowattheure, c'est de l'ordre de 4-5 centimes d'euros. Et le tarif moyen des particuliers en Europe, c'est de l'ordre d'une douzaine de centimes d'euros. Bon, c'est des moyennes, parce que chaque pays a ses tarifications différentes, ses acteurs différents, mais c'est grosso modo les ordres de grandeur qu'on a à la production et à la vente aux particuliers. Et aujourd'hui, le kilowattheure produit par un particulier avec du photovoltaïque est racheté 22,5 centimes d'euros par EDF. C'est bien tout cela qu'il faut mettre en balance. En 2006. En France, en 2006. Aujourd'hui, c'est encore 15 centimes d'euros. Jusqu'à la fin d'année. C'est l'annonce qui a été faite la semaine dernière par le Premier ministre. Le thème de ce matin, le photovoltaïque, c'est-à-dire la production d'électricité grâce à l'énergie solaire. Je le disais à l'instant, le Premier ministre a annoncé la semaine dernière un plan pour favoriser cette filière photovoltaïque. On en parle ce matin avec Gilles Salsarullo et Sébastien Taimit. Vous pouvez bien sûr poser vos questions au 01 46 96 43 64. On le disait à l'instant, pour calculer la rentabilité d'une installation, il faut mettre en balance le prix d'achat du kilowattheure à EDF et le prix auquel EDF rachète le kilowattheure qu'on produit, puisque c'est comme ça que ça se passe en fait. On produit de l'électricité qu'on vend à EDF et on en rachète à EDF par ailleurs. Alors, ça dépend aussi d'un troisième paramètre, c'est aussi la capacité à produire de l'électricité. C'est la capacité de votre installation à produire de l'électricité. Donc, avant toute installation, on est obligé déjà de faire une étude sur la production potentielle de l'équipement photovoltaïque qui sera mis en place. Bon, ça dépend d'un certain nombre de paramètres, et notamment les heures d'ensoleillement, etc. Exactement. Donc à partir de là, vous allez définir en fait un certain nombre de kilowattheures produits à l'année. Généralement, on est sur des moyennes de 1000 kWh, je crois, pour 10 mètres carrés. À partir de là... De panneaux installés, 10 mètres carrés de panneaux installés, 10 000 kWh. À peu près 1000 kWh sur une année. À partir de là, vous valorisez en fait votre kilowattheure à 22,5 centimes et vous arrivez à donc quelques centaines d'euros en fait générés par an. Maintenant, cette électricité, soit vous la consommez intégralement pour vos besoins, soit vous revendez l'excédent, soit vous avez une gestion intelligente qui vous permet à la fois de consommer puis de revendre directement sur le réseau d'EDF. Honnêtement, aujourd'hui, au sein d'Ampérel, vous en installez combien des installations de ce type que vous décrivez là? Alors, très honnêtement, aujourd'hui, pour les particuliers, quasiment aucune installation photovoltaïque n'a été faite, justement parce que les gens prennent leur papier et leur crayon et font leurs études de rentabilité et s'aperçoivent que pour que ça soit amorti, il faut compter à peu près une vingtaine d'années. Donc, c'est relativement difficile de pouvoir vendre ce type d'installation. Maintenant, si vous avez... j'ai un particulier qui est beaucoup plus éco-citoyen, qui veut s'inscrire en fait dans le développement durable et dans la protection de l'environnement. La démarche sera totalement différente. Donc on ne sera plus sur une étude de rentabilité, mais sur une étude, on va dire, de faisabilité tout simplement, avec un respect de l'environnement, avec la volonté aussi de valoriser sa maison individuelle à terme, parce que une maison équipée de systèmes type photovoltaïque à terme prendra beaucoup plus de valeur qu'une simple habitation sans énergie renouvelable. Donc on est aussi parfois dans cette démarche. Donc
Vous êtes obligé d'aller jusqu'à ces arguments de revente de l'appartement, de plus-value d'une maison par rapport à un Oui, parce équipement. qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus aux États-Unis qui ont prouvé très clairement que des maisons équipées de panneaux solaires se revendaient beaucoup plus facilement que des maisons classiques. Claude, 55 ans, qui est un téléspectateur et certainement un particulier éco-citoyen puisqu'on l'a perdu malheureusement en ligne, mais il posait la question d'un point de vue pratique, qu'est-ce que je fais si je veux installer des panneaux sur mon toit, à qui je m'adresse, combien de temps ça met et combien ça coûte? Alors, je dirais très naïvement frapper à la porte d'Ampérel. Comment ça se passe? On dépêche en fait une personne sur place qui fait un relevé d'informations. Taille de la toiture, ensoleillement, quels sont les paramètres? Orientation, qualité du toit aussi. Est-ce qu'on pose les capteurs sur le toit ou est-ce qu'on les pose tout simplement dans le jardin? Quelle est l'utilité de ces capteurs aussi? À partir de là, on fait cette étude de dimensionnement, on fait une proposition commerciale complète et si la personne accepte cette proposition commerciale, eh bien on fait l'installation. Alors l'installation dépend bien sûr du nombre de capteurs à installer. Si on est sur une base de 10 mètres carrés, il faut à peu près 5 jours. Voilà, Claude vient de nous rejoindre. Bonjour Claude. Bonjour. Vous nous entendez? Bonjour. Vous êtes en direct sur Oui, notre bonjour. antenne. On a répondu à une partie de votre question. Oui, effectivement. Ouais, qui était, on s'adresse effectivement à une entreprise. Alors il y a Ampérel évidemment, il y a d'autres entreprises. L'entreprise vient vous faire un devis, vous l'acceptez ou vous le refusez. On en est pour 10 mètres carrés à peu près à 5 jours, c'est ça le temps qu'il faut? 5 jours. Et quel coût? Ça va entre 10 000 euros TTC à 13 000 euros TTC à peu près. Et ça, vous garantissez un amortissement sur combien d'années? On ne peut pas garantir d'amortissement. Moi, je ne suis pas maître en fait de. Mais lorsque vous fournissez en termes d'information, lorsque vous venez démarcher ceux qui vous consultent, vous leur dites grosso modo, voilà, ça va vous coûter tant, vous allez pouvoir produire tant, c'est-à-dire que vous allez revendre aussi à EDF. Ce sont des arguments qui rentrent en ligne de compte. Bien Donc sûr. grosso modo, Bien vous vous sûr. basez quand même sur quelque chose de chiffré pour. Bien sûr, tout à fait. On fait cette étude financière, donc avec généralement l'appui du fabricant de panneaux solaires qui nous appuie dans cette démarche. Donc, et à partir de là, on définit la génération moyenne annuelle en termes d'euros fait par cette installation solaire. On la multiplie sur X années et on voit à partir de quand on rentre à nouveau dans ces frais. Un investissement de base sur un logement moyen, c'est quoi à peu près? Tout dépend de votre budget, encore une fois. Vous pouvez très bien mettre 2 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques ou bien 10 ou 15 mètres carrés. Tout dépend en fait de votre budget. Après, c'est de savoir, en fonction de votre budget, qu'est-ce que vous souhaitez faire et donc combien vous allez produire. Mais encore une fois, que ce soit 2 mètres carrés ou 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés, les périodes d'amortissement seront les mêmes. Gilles, sachez aussi que si vous cherchez un interlocuteur sur cette question, il existe des espaces information énergie qui ont été mis en place par l'ADEME en allant sur le site de l'ADEME qui doit être www.adem.fr. Vous devez pouvoir trouver ces EIE pour espace information énergie. Qu'est-ce qui finalement vous fait poser cette question, vous motiverait à installer un panneau photovoltaïque? Écoutez, moi j'habite. Oui, on j'habite vous dans le sud-ouest de la France, dans la région bordelaise. On manque pas de soleil puisqu'on même on dit qu'on en a beaucoup, presque de trop en ce moment. Si vous voulez, la question est que la démarche pour parvenir à rencontrer les professionnels qui sont au fait de ces situations, de ces études, est pas si simple. Bon, moi j'ai contacté l'ADEME, j'attends toujours qu'on me passe des infos, que ce soit par fax ou par écrit, de personnes qui peuvent venir chez moi. Les espaces infos, moi j'en ai rencontré dans la région de Mérignac, je préfère ne pas faire de commentaires sur les personnes que j'ai eues en face de moi, qui, à mon avis, n'étaient pas très compétentes. Ce que je voudrais dire, c'est vraiment comment la volonté politique vient bloquer les systèmes d'information et les processus pour connaître comment ça marche. Pour vous, c'est un parcours du combattant vraiment d'installer du solaire? Un petit peu, je dis pas que je vais pas y arriver, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui mériterait de fonctionner autrement. Si je veux un pavillon de 120 mètres carrés, je vais voir le premier pavillonnaire, il va me caler un chauffage électrique, en 2 heures l'affaire est faite. Et je me dis, il y a un processus qui est un petit peu décourageant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais je vous remercie de votre émission en tout cas. Merci de votre témoignage. Merci. Au revoir monsieur. Bonne journée. On vous rappelle le numéro de téléphone auquel vous pouvez poser vos questions à nos intervenants 01 46 96
43 64, c'est le numéro auquel vous pouvez poser vos questions. Ce matin, Sébastien Tamit, on le voit, ce parcours du combattant, ça en décourage plus d'un quand même. Ouais. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que donc, la personne, Gilles, parlait de communication. Et ce qu'il faut voir en France, c'est qu'il n'y a pas d'acteur national, il n'y a pas de grosses entreprises qui produisent des panneaux solaires. Quand je dis grosses entreprises, je pense à des multinationales, à des très grands groupes. Il y a des fabricants de panneaux solaires en France, mais pas de groupes d'envergure internationale. On est au 10e rang mondial apparemment pour les premiers. Hein. Voilà, le premier, même 11e, 12e, ce qui n'est pas du tout négligeable, c'est la société Photowatt, qui est en fait une société canadienne, mais qui a un site de production en France, mais il n'y a pas d'acteurs. Et si on regarde un peu les pays très actifs en Europe, donc les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Espagne, c'est des pays qui ont tous des acteurs dans le top 10. L'Allemagne a 3 acteurs dans le top 10, l'Espagne en a 1 et les Pays-Bas en ont 1. Si on regarde après dans le monde les autres pays qui sont assez actifs, comme le Japon, le Japon produit un panneau solaire sur 2 dans le monde. Et donc on remarque en fait que les pays qui installent beaucoup de panneaux solaires sont les pays dans lesquels il y a une industrie qui produit ces panneaux solaires. Et donc pour ça il y a 2 raisons, c'est que ces industries font de la communication, je dirais, sur le territoire qu'elles connaissent le mieux, c'est-à-dire leur pays, et en même temps il y a sûrement un peu de lobbying auprès des États pour que les incitations tarifaires du gouvernement soient à la hauteur, on va dire, pour favoriser ces installations. Mais pour être clair, finalement, si aujourd'hui en France c'est compliqué, c'est un parcours du combattant pour installer du solaire photovoltaïque chez soi, c'est parce qu'on n'a pas de gros industriels du photovoltaïque capables de faire du lobbying sur cette question-là ? Alors, le mot parce que est peut-être un peu fort. C'est-à-dire que c'est une des composantes. Il y a plusieurs composantes. Il y a le côté social. Est-ce que les gens sont sensibilisés à l'environnement ? Il y a le côté aussi politique. Est-ce que le gouvernement veut vraiment favoriser cette énergie renouvelable plutôt qu'une autre ? Il y a des choix politiques qui peuvent se justifier. Et il y a le côté industriel. C'est-à-dire qu'en France, on a des géants de l'énergie comme Areva, comme Suez, comme EDF, qui font qu'on a un certain nombre de solutions énergétiques qui sont très développées en France, mais on n'a pas de géants dans le domaine du photovoltaïque. On pourrait en avoir, si on prend le cas du groupe Total, qui est un pétrolier, le groupe Total pourrait très bien devenir un géant de la production des panneaux solaires. Si on regarde dans le top 10, il y a 2 pétroliers qui sont BP et Shell, donc respectivement britanniques et hollandais. Donc, il existe des groupes pétroliers d'envergure internationale qui sont des acteurs importants dans la production des panneaux solaires. Mais aujourd'hui, ça ne semble pas être une priorité de ces groupes-là, des groupes français en tout cas. Ils n'ont pas encore franchi le pas. Cela dit, ils travaillent déjà un petit peu avec EDF sur ces questions de solaire. Oui, il y a les groupes qu'on a cités travaillent beaucoup sur les énergies renouvelables. Mais je veux dire, le côté production de panneaux solaires, c'est pas une priorité ni un positionnement stratégique de ces groupes-là. Ce qui peut expliquer que le tarif d'achat est peut-être un peu moins élevé que dans d'autres pays, que la dynamique de croissance des installations de panneaux solaires est un peu moins élevée. C'est une composante qu'il faut intégrer. Une question de Nicolas qui a 29 ans et qui s'adresse à Gilles Salsariolo. Nicolas, bonjour, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Oui, bonjour Nicolas. On écoute votre question. Oui, j'étais intéressé pour savoir quelle était en fait la durée de vie d'un panneau solaire. La durée de vie d'un panneau solaire, classique. On est généralement sur une vingtaine d'années. Vous avez le projet, vous, d'en installer, Nicolas ? Oui. Vous avez une maison individuelle, vous êtes dans une habitation collective ? Oui, j'ai une habitation individuelle. Et j'ai fait un séjour à La Réunion de 5 mois, à l'île de La Réunion, où on a vu beaucoup de chauffe-eau solaires développés. Et puis je me posais cette question-là pour savoir si ça pouvait s'installer chez moi. Mais en même temps, savoir si ça allait durer suffisamment longtemps et si aussi, par la suite, savoir que deviennent les panneaux solaires qui sont utilisés et qui sont périmés, quoi. Est-ce qu'ils sont recyclés? Est-ce que ça peut être réutilisé pour en refaire d'autres, etc. Justement, je transmets la question, vous restez avec nous, je transmets la question à Gilles Salsariolo. C'est vrai qu'avec les produits qui rendent la composition du panneau photovoltaïque, on se dit effectivement qu'est-ce qu'on en fait par la suite. Ça, il y a déjà une filière de retraitement, de seconde vie des panneaux personnellement, je ne la photovoltaïques. connais pas, mais je pense très sincèrement que ces panneaux solaires peuvent être
quasiment recyclé à 100% parce que c'est composé de silicium que l'on récupère. Et encore une fois, on avait dit tout à l'heure qu'on a besoin d'avoir un petit peu de silicium, de stock de silicium en avance. C'est du verre, donc a priori ça se recycle sans aucun problème. Monsieur évoquait en fait un chauffe-eau solaire qui est en fait du solaire thermique. Donc là encore, on est sur des durées de vie de 20 ans aussi, que ce soit aussi bien dans le photovoltaïque que dans le thermique. C'était simplement une petite parenthèse que je voulais faire. Nicolas, vous en êtes où de votre démarche par rapport à cette installation? J'ai fait plusieurs recherches. J'ai fait plusieurs recherches pour savoir déjà informative uniquement pour l'instant, puisque j'ai acheté ma maison avec mon épouse il y a peu de temps. Et donc j'ai une belle surface de toit assez exploitable, je pense. Et donc je voulais savoir ceci. Et mais justement à ce sujet des 20 ans de durée de vie d'un chauffe-eau solaire, est-ce qu'on a intérêt justement, sachant qu'au bout de 20 ans il va falloir renouveler l'appareil, est-ce qu'on a intérêt à en installer un, sachant que l'amortissement va pratiquement être équivalent à la durée de vie de l'appareil? Sébastien Taimit, qui est spécialiste du calcul mental. Nous, pour la réponse à Nicolas. Effectivement, un industriel réfléchit généralement de la manière que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'une fois que le produit est amorti, on le change. C'est-à-dire que quand un industriel achète un équipement, la plupart des équipements industriels, c'est amorti sur 5 ans, c'est-à-dire qu'on répartit le coût sur les 5 années qui viennent, et une fois arrivé ces 5 ans, on rachète un équipement. Bon, on ne met pas forcément à la poubelle l'équipement précédent, mais c'est la logique, c'est qu'après la durée d'amortissement, on reprend notre appareil. Pour le photovoltaïque, il semblerait même que parfois on puisse atteindre 25 ans de durée de vie. Alors, on n'a pas un recul énorme parce qu'il faut savoir que les premiers panneaux solaires ont été faits dans les années 50. Au tout début, dans les années 60, ils ont été utilisés dans l'espace. Parce que c'était tellement cher que c'était le seul endroit où on pouvait les utiliser, et puis parce que c'est pas évident d'amener une ligne électrique dans l'espace, donc il fallait bien trouver une solution. Donc là, il y a eu des quantités très faibles de panneaux utilisés, et pour les particuliers et les collectivités, ça a quand même vraiment démarré, on va dire, dans les années 80. Et je veux dire, on arrive aujourd'hui justement à la durée de vie des premiers équipements qui ont été installés. Donc on n'a pas non plus un recul énorme sur les filières de recyclage, sur est-ce que ça peut pas durer un peu plus que 25 ans. Alors parfois on voit même 30 ans, alors après c'est peut-être un peu exagéré, c'est peut-être plus modeste de communiquer sur 20 ou 25 ans, mais je veux dire là il nous manque, dans les quelques années qui vont venir, on va avoir un recul très intéressant sur tous ces problèmes-là. Ça veut dire que pour l'instant il faut se lancer pour voir, c'est un petit peu ça. Non, il faut se fier en fait aux données constructeurs qui annoncent des durées de vie de panneaux de l'ordre de 20 ans. On pense qu'ils disent la vérité et il faut leur faire confiance aussi. Sachant qu'il y a une garantie généralement qui est du même ordre de grandeur. Exactement. Donc je veux dire que pendant 20 ans on est tranquille, mais généralement on sait que quand on achète un ordinateur qui est garanti 2 ans, l'ordinateur il dure un peu plus que 2 ans. Donc il y a espoir. On peut espérer. Nicolas, merci d'être intervenu dans cette émission. On vous souhaite bon courage pour la suite de votre projet. Le photovoltaïque, c'est-à-dire la production d'électricité grâce à l'énergie solaire, c'est le sujet de complémentaire aujourd'hui. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière un plan pour favoriser la filière. On en parle avec nos invités, Gilles Salsarullo et Sébastien Taimit. C'est une question qui vous intéresse, qui vous interroge et sur laquelle vous nous posez vos questions au 01 46 96 43 64. Et d'ailleurs, on va tout de suite écouter Philippe, 37 ans. Vous aviez une question aussi. Bonjour Philippe. Oui. On vous écoute. Posez votre question. Vous êtes en direct sur Direct 8. Oui, en fait, oui. Ce que je voulais savoir, c'est s'il était intéressant d'installer des panneaux solaires. Ouais. Quand on était dans le Val d'Oise, en fait, parce que tout le monde intervient de Toulouse, du sud de la France. Mais il n'y a pas de nuages dans le Val d'Oise. Qu'est-ce que vous racontez? Philippe, Gilles pour vous répondre. Alors, notre entreprise est située à Boulogne-Billancourt. Nous intervenons sur un périmètre de l'ordre de 300 à 350 km autour de Paris. Donc le Val d'Oise, en théorie, fait partie de ce périmètre. Il n'y a aucun souci pour installer des panneaux solaires dans la région parisienne ou dans le nord de la France, comme nous le faisons actuellement en ce moment.
Un dernier point sur lequel je voudrais revenir, je rebondis un petit peu sur la question de Philippe, mais on peut imaginer, parce qu'on est au balbutiement là, du photovoltaïque en France, la technologie n'est peut-être pas complètement non plus développée. Est-ce qu'on peut compter beaucoup sur ce développement technologique pour améliorer finalement la productivité de ce type d'équipement, les installations également? On a vu que pour le coût c'était important, mais aujourd'hui en termes techniques, est-ce qu'on a une marge de progression assez importante? L'un et l'autre. On terminera l'émission d'ailleurs sur ce propos. Je vous écoute. C'est vrai qu'actuellement, le silicium représente toujours 95% des panneaux solaires produits dans le monde, et c'est la première technologie, c'est la technologie par laquelle on a démarré dans les années 50 aux États-Unis. Néanmoins, il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées sur d'autres matériaux, notamment parce que le silicium coûte cher, également parce que le silicium qui est utilisé pour les panneaux solaires, c'est un silicium qui est un déchet de l'industrie microélectronique, et qu'on a vu que les installations de panneaux solaires en Europe augmentent énormément et augmentent beaucoup plus vite que l'industrie microélectronique. Et donc on se retrouve finalement dans une situation où on a de moins en moins de déchets à exploiter. Ça veut dire qu'on fabrique aujourd'hui plus de panneaux solaires qu'on ne fabrique de micro-ordinateurs. Alors, la proportion de silicium, ça donne une idée. Plus exactement, c'est-à-dire que la croissance de l'industrie microélectronique est plus faible que la croissance de la production de panneaux solaires. Pour donner un chiffre, la croissance mondiale de production de panneaux solaires a été de 60% en 2004. 60%, c'est vraiment une croissance énorme, et il y a peu d'industries manufacturières qui ont une croissance telle. Et donc, ce qui fait que, eh bien, il va falloir trouver d'autres matériaux, parce qu'on ne va pas pouvoir augmenter sans cesse de manière très importante la production de panneaux solaires si on ne trouve pas une autre source, soit de déchets de silicium, parce que le silicium pur est bien trop cher, donc il faut l'utiliser en tant que déchet d'une autre industrie, donc, ou soit trouver d'autres matériaux. Alors il y a d'autres matériaux qui sont à l'étude, des matériaux très compliqués, des matériaux soit qu'on va dire inorganiques comme le silicium, donc des minéraux, soit des matériaux organiques. Aujourd'hui, les matériaux inorganiques, ils sont déjà sur le marché, ils représentent 2-3% du marché, mais il y a également des problèmes d'approvisionnement. Et les matériaux organiques vont arriver sur le marché, c'est ça ? Les matériaux organiques sont encore dans une phase de R&D, ce qui a commencé il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui on commence à voir de plus en plus de start-up, que ce soit en Australie, en Israël, aux États-Unis, en Autriche, qui commencent vraiment à obtenir des durées de vie acceptables. Il nous reste 10 secondes, Gilles Salsarello, un oui ou un non. Est-ce que ces nouvelles technologies vont permettre aussi de réduire la surface des panneaux solaires? C'est une question qui nous était posée. En tout cas, on va déjà réduire le coût, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de startups qui travaillent sur des nouvelles technologies, sur les nanotechnologies, et il est prévu, dans les 5 à 10 ans qui viennent, de diviser le coût des panneaux solaires par un facteur de 10 environ. Merci à vous deux d'être intervenus dans cette émission. De quoi vous parle-t-on demain dans Complémentaire? On vous le dit tout de suite dans le Post-Scriptum. Demain, nous vous emmènerons à la découverte des canyons mythiques de l'Ouest américain sur le plateau du Colorado et sur le nôtre, nos invités. Demain, donc, ce sera Bernadette Gilbertas et Olivier Grunewald qui en sont à leur 20e voyage dans ces contrées. Donc, les mystères de l'Ouest demain avec Benjamin Artemus François et moi-même à 9h. Et tout de suite, Nord-Sud qui vous est présenté par Gaël Bézier. Bonne journée à tous sur Direct.